Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale de 7 minutes pour convaincre sur Afrique Informe. Avocate au barreau du Cameroun, militante engagée du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, notre invitée a passé plus de 9 mois en prison avant d'être libérée ou bien remise en liberté avec certains de ses camarades du parti. Malgré cela, elle continue d'œuvrer pour la cause des faibles à travers son engagement politique sans cesse croissant. Plus déterminée qu'elle ne l'était hier, elle nous accorde, après de longues semaines de silence, cet entretien exclusif. Depuis Douala, au Cameroun, nous recevons Maître Michel Doki. Bonjour Maître. Bonjour et bienvenue chez moi. Merci infiniment de nous recevoir. Alors, le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui est le parti politique au sein duquel vous militez, vient de lancer un plan Survie Cameroun pour aider les Camerounais à faire face à la pandémie du coronavirus. Plus de 200 000 € levés en 48 heures. Et à l'instant où nous enregistrons cette émission, la cagnotte est à plus de 400 000 € en moins d'une semaine. Qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, le fait que les Camerounais cotisent massivement pour ce plan lancé par le leader de votre parti politique? J'aime beaucoup le mot massivement parce que vous avez parlé des montants. Je crois qu'il est important de souligner aussi le nombre de personnes qui participent. Il ne s'agit pas de quelques milliardaires ou d'une ou deux organisations dont on ignorerait l'origine des fonds. Il s'agit de plusieurs dizaines de milliers de Camerounais à travers le monde et je voudrais les saluer et les remercier chaleureusement pour cet acte de volonté et ça me permet de répondre à votre question. Pourquoi est-ce que nous continuons à cotiser? Eh bien parce que maintenant on se rend compte que ce qui nous empêche d'avancer c'est notre peur, ce n'est rien d'autre. Oui. On se rend compte que c'est notre faute si nous continuons d'écouter des personnes qui sont obnubilées par elles-mêmes et pas du tout intéressées par nous. C'est notre faute si nous permettons à un régime dictatorial de continuer de nous écraser, de nous spolier, de nous maltraiter et que en fait ça s'arrête quand nous avons décidé que c'est terminé. Et je crois que ceci est la nette manifestation de ce que les Camerounais ont décidé que c'est terminé. Nous ne nous laisserons plus écraser, détruire, négliger et nous allons prendre notre destin en main parce que nous savons faire. Beaucoup pensent qu'au-delà de tout, ça traduit également une certaine crédibilité de la part de votre parti politique qui aujourd'hui, sur le plan de la gestion des affaires de la cité, a décidé de se mettre un peu à l'écart par rapport aux élections législatives et municipales. Oui, alors je veux bien entendre qu'ils reconnaissent cela. Je crois que c'est à eux de nous juger. Je crois que en tant que parti politique, nous devons rester très attentifs à ce que nos compatriotes et nos concitoyens pensent de nous. Et oui, je reçois avec reconnaissance et nous recevons avec reconnaissance cette marque de confiance. Oui. Et nous prenons la mesure de l'importance de cette marque dans un contexte où justement on voudrait faire croire qu'il y a une seule façon d'être légitime, c'est de gagner des élections, quelle que soit la manière dont on les gagne. Nous sommes en train d'assister à la transformation de notre société. Il y a une seule façon d'être légitime et crédible, c'est de l'être à travers les actes que l'on pose, à travers l'honnêteté avec laquelle on agit. Oui. Et avec l'honnêteté avec laquelle on s'examine soi-même. Alors le ministre Paul Atanga-Nji, ministre de l'administration territoriale au Cameroun, demande que vous stoppiez ces cotisations lancées dans le plan Survie Cameroun par le MRC. Il fait référence à une loi de 83 et certains juristes estiment qu'il est allé dépoussiérer cette loi pour faire ombrage à ce projet. Pourquoi le ministre gagnerait-il à stopper un projet comme celui-là, maître? Parce que c'est désagréable pour n'importe qui de se rendre compte que on voit là où il est, on voit là où il n'est pas. C'est désagréable. Et rien que ça justifie que lorsque, en tant que gouvernement officiel, on lance une campagne de collecte de fonds et qu'on se rend compte que
les Camerounais ne répondent pas présents. Que vous avez un club de personnes qui cotisent, qui contribuent, de l'argent bien souvent trop facilement gagné, et que de l'autre côté vous avez un appel, une réponse massive à quelque chose qui est lancé sans moyens quasiment. Forcément on ne peut pas ne pas être touché. Je trouve que c'est normal d'être touché. Alors j'ai entendu diverses choses. J'ai entendu que le ministre de l'administration territoriale pouvait être inquiet de la manière dont ces fonds seraient utilisés parce que un de nos confrères a dit hier notamment, oui, mais si on prend cet argent pour acheter des armes, qui va répondre ? Je crois que même ce confrère peut être rassuré quand il constate qu'on prend de l'argent pour acheter des armes, mais qu'on appelle le ministre de l'administration territoriale à venir nous aider à gérer ces fonds. Et pas seulement le ministre de l'administration territoriale. Nous avons écrit au ministère de la Santé, nous avons écrit à la Direction générale de la Sûreté nationale. Vous avouerez quand même que c'est une étrange façon de prévoir l'achat massif d'armes pour renverser le gouvernement. Justement, c'est ce qui fait problème parce que d'aucuns estiment qu'un gouvernement que vous avez qualifié, votre parti politique a qualifié d'illégitime avec le président de la République. Comment voulez-vous faire recours à ces personnes que vous qualifiez d'illégitimes afin de venir vous aider dans une action que vous avez engagée ? Parce que ce n'est pas une question de légitimité, c'est une question d'effectivité. Qui effectivement aujourd'hui occupe les positions de responsabilité? Qui aujourd'hui effectivement, et nous en sommes la preuve, le professeur Kamto, les 200 et quelques personnes qui ont été emprisonnées, Mamadou Mota aujourd'hui, Sylvanus Mutaga et Eric Siewe, Serge Branco-Nana sont bien la preuve que c'est pas une question de légitimité, c'est une question d'effectivité. Effectivement, en ce moment, ils sont en prison. Pourquoi est-ce qu'ils sont en prison alors que le gouvernement est illégitime? Parce que c'est le gouvernement qui exerce effectivement le pouvoir aujourd'hui. Donc, devant la tragédie que nous vivons, nous avons plus de 730, si ma mémoire ne me trahit pas, de personnes infectées aujourd'hui et quasiment rien n'est fait en face. Devant la tragédie qui nous arrive, on laisse de côté la question de savoir qui est légitime et qui ne l'est pas. Et on s'interroge sur qui peut aider ou ne pas aider à faire face à cette pandémie. Qui peut aider? La personne qui occupe le fauteuil de ministre de la Santé, la personne qui occupe le fauteuil de président de la République, la personne qui occupe le fauteuil de ministre de l'administration territoriale et qui gère les budgets et qui signe des actes, la preuve. Donc ces personnes-là peuvent aider. Pourquoi? Parce que concrètement, de manière concrète, si nous voulons équiper le Cameroun en respirateurs, parce qu'aujourd'hui nous en avons 50, nous avons 730 personnes qui sont infectées. Si on dit que statistiquement il va y avoir 10% de ces personnes-là qui vont développer une forme grave de la maladie, on va dire qu'aujourd'hui, on serait à plus de 70 personnes. À plus de 70 personnes, on a 50 respirateurs pour l'ensemble du territoire camerounais. Mathématiquement, il y en a qui n'auront pas d'assistance respiratoire s'ils en ont besoin. Donc si nous disons aujourd'hui, nous voulons pouvoir offrir aux Camerounais qui vont se retrouver face à la maladie les moyens d'être pris en charge correctement aujourd'hui et que des dizaines de milliers de Camerounais répondent présents à travers le monde en disant oui, je veux contribuer à ce que ça arrive et que nous voulons acheter des respirateurs. On ne peut pas simplement sortir avec de l'argent dans sa poche et aller à l'étranger acheter des respirateurs. Il faut que la personne qui a la signature, je reviens à cette histoire de signature, parce qu'elle a le pouvoir officiel d'engager l'État camerounais, passe la commande, autorise les douanes à importer le matériel, fasse installer le matériel dans les hôpitaux. Donc il faut que les personnes, aussi illégitimes soient-elles, qui sont en position d'exercer le pouvoir politique et administratif dans ce pays aujourd'hui,
participe. Voilà pourquoi est-ce qu'on s'adresse à elle. La question de la légitimité, alors que nous avons des personnes qui sont en train de tomber et qui, pardonnez-moi, sont enterrées comme des animaux sauvages, ce qui pour nous est une souffrance extraordinaire. J'ai une tante qui est décédée il y a quelques jours. Et du coronavirus. Du coronavirus, et qui a été enterrée en quelques heures. Sa fille l'a amenée à l'hôpital le matin et quelques heures après, c'était terminé. Elle n'a même pas le droit, et je ne dis pas son nom par décence et par respect envers elle, mais je suis sûre qu'elle se reconnaîtra et je veux qu'elle sache que je partage sa douleur, comme je partage la douleur de tous nos compatriotes qui vivent cette tragédie. En quelques heures, vous avez une personne qui riait avec vous, qui parlait avec vous, qui commence à se sentir mal, et en quelques heures, vous n'avez même plus, au-delà de ça, vous n'avez même plus de corps à pleurer. Vous ne pouvez même pas procéder à un enterrement, vous ne pouvez même pas procéder à une veillée, vous ne pouvez pas partager avec les personnes qui l'ont connu la vie et la joie de l'avoir connu. Voilà de quoi est-ce que le Covid-19 nous prive, au-delà même de la vie. Il nous prive du droit de dire au revoir à nos êtres chers de manière décente. Oui, mais toujours dans la logique de la collecte des fonds lancée à travers le plan du MRC, le ministre Paul Atanga Ndji a également rédigé un communiqué à l'attention d'une banque pour demander la fermeture des comptes. Alors, personnellement, comment jugez-vous l'attitude du ministre Paul Atanga Ndji? Alors, vous voyez, ce qui me frappe, c'est qu'à deux reprises, vous avez dit « il demande ». Et c'est vrai, c'est le terme juste « il demande ». Comment est-ce que je juge? Je ne suis ni la banque, ni monsieur Paul Atanga Ndji. Je n'ai pas à juger. Nous verrons bien. Comme je vous ai dit aujourd'hui, l'essentiel, ce n'est pas Paul Biya. L'essentiel, ce n'est pas ce gouvernement. L'essentiel, c'est nous. Et nous allons faire en sorte de nous protéger. L'autre question qui revient, c'est est-ce que ce ministre a les moyens de mettre en exécution la menace qu'il brandit aujourd'hui? Encore une fois, nous verrons bien. Je crois que une des choses que nous devons retenir au fur et à mesure que cette crise, parce que malheureusement le gouvernement actuel persiste à nous entretenir dans cette crise post-électorale. C'est le gouvernement qui prétend que les élections présidentielles sont derrière nous, que les résultats ont été livrés et que désormais il faut aller de l'avant. Et c'est le gouvernement qui en permanence revient sur cette crise post-électorale. C'est le gouvernement qui en permanence est obsédé par l'idée de la reconnaissance de sa légitimité. C'est triste. Ça va faire bientôt 2 ans que ces élections sont passées. Si ces personnes sont si persuadées que les résultats qui ont été annoncés à l'époque par le Conseil constitutionnel correspondent à la volonté du peuple camerounais, eh bien qu'elle fasse la volonté du peuple camerounais, qu'elle dirige ce pays correctement. Il n'est pas question que nous continuions de perdre notre temps à disserter sur ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas pour eux. Parce que ça, c'est quelque chose qu'ils font pour eux. Oui. Quand Paul Atanga Ndji, et je tiens vraiment à le dire à ceux qui vont nous regarder, nous écouter de manière très claire, quand Paul Atanga Ndji intervient pour dire qu'il faut venir lui demander la permission avant de collecter des fonds, il fait ça pour lui, il ne fait pas ça pour nous. Et ce sera nous les responsables si nous entrons dans cette discussion pour lui dire que nous avons le droit, que nous n'avons pas le droit, que la loi de 83 a été dépoussiérée, qu'elle n'a pas été dépoussiérée, parce que nous lui montrerons que ce qu'il est en train de faire, c'est ce qui compte. Justifier de la grandeur de son pouvoir. Ce qui compte, ce n'est pas ça.
Ce qui compte, c'est combien de personnes nous allons pouvoir sauver. Ce qui compte, c'est comment nous allons préserver notre vie. Ce qui compte, c'est comment nous allons nous relever de cette épreuve et continuer l'œuvre de construction de cette nation. Et c'est la seule chose que nous allons continuer de discuter. En ce qui concerne le MRC, nous allons continuer de parler de la construction de cette nation. Elle passe en ce moment par la victoire contre la pandémie du Covid-19. Nous allons apporter notre part. Une fois que ça se sera fait, nous retournerons au reste du travail qu'il y a à faire pour construire cette nation. Et je voudrais terminer sur ce point-là en disant que le reste du travail, c'est la plus grosse partie. Je propose qu'on marque une pause, maître. Dans la deuxième partie de cet entretien, on fera une sorte de marche arrière pour revenir sur ce que vous avez vécu pendant votre arrestation, pendant votre séjour à la prison centrale de Kodengui, et ensuite, comment est-ce que vous menez la suite de votre combat politique avec votre formation, si vous voulez bien. À tout de suite. Sur ce plateau pour la deuxième partie de cet entretien, toujours avec notre invité Maître Michel Ndoki, avocate au barreau du Cameroun et militante très engagée pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Alors Maître, revenons un peu sur... Tout à l'heure, vous parlez de l'élection, la crise post-électorale. On a vu que votre parti, le MRC, a contesté fortement les résultats de l'élection présidentielle. Vous êtes allé dans une forme de radicalisme pour réclamer votre victoire, ce qui vous a valu 9 mois de prison, maître, loin de votre famille, loin de votre époux, loin de vos enfants. Comment avez-vous vécu ce moment, maître ? Alors avant de répondre à cette question, il faut quand même que je revienne sur un ou deux mots. J'ai entendu le mot radicalisme et ça m'a fait tressaillir à l'intérieur. Parce que je crois que notre approche a toujours été justement de nous garder de toute posture radicale. Et que je pense qu'il est important que nos compatriotes soient intimement convaincus que de manifester sa désapprobation par rapport à une tricherie, c'est pas du radicalisme. C'est le moindre de leurs devoirs de citoyens. Nous ne devons pas, en tant que citoyens, accepter que notre volonté soit trahie. C'est un devoir de s'insurger quand ça arrive. Donc, nous considérons au mouvement pour la renaissance du Cameroun, et pas seulement au mouvement pour la renaissance du Cameroun, j'ai partagé l'aventure de l'emprisonnement, l'aventure de l'agression à main armée, donc qui a conduit à mes blessures, avec des personnes comme Célestin Jamen et comme d'autres qui étaient des militants ou qui n'étaient pas des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et je crois que d'ailleurs cette épreuve ne nous est pas exclusive et je veux que cela soit rappelé. C'est aussi l'épreuve de Bibik Simancho aujourd'hui, c'est l'épreuve de Sisikou Ayuk Tabe, de Félix Nkongo Agbobala, qui est sorti, de Félix Ngalim, de plusieurs centaines, que dis-je, peut-être des milliers de personnes qui sont emprisonnées aujourd'hui parce qu'elles ont exprimé une opinion. Et je veux que tous ceux qui en doutent soient intimement convaincus que exprimer une opinion, ce n'est pas radical. Ce qui est radical, c'est la réaction qui consiste à emprisonner des gens pour ça. Maintenant, comment est-ce que j'ai vécu cette épreuve ? J'essaye de l'oublier parce que je veux qu'il en reste ce qu'il y a eu de meilleur. Moi, ce qu'il y a eu d'extraordinaire, je crois que je l'ai exprimé un peu, c'est le mouvement pour me porter, pour nous porter. Il y a des jeunes qui venaient ici voir mes parents pour leur apporter un petit paquet. J'ai même pas vu, j'étais pas là, mais j'ai même entendu qu'il y avait des enfants qui vivent dans la rue
qui sont venus voir mes parents pour leur dire ce que je représentais pour eux et pour leur exprimer leur solidarité. C'est ce qui me reste. Oui. J'ai vu des gens ouvrir leurs bras, traverser le pays la nuit avec moi caché à l'arrière de la voiture pour me mettre à l'abri. J'ai vu des gens traverser, faire des kilomètres et des kilomètres pour venir refaire mon pansement. J'ai vu des gens venir nous voir en prison tous les dimanches, tous les jours de visite. J'ai vu mon mari venir tous les jours de visite. Tous. Il a raté 3 jours de visite en 9 mois. Et parce qu'il n'était pas là, parce qu'il était retenu par le travail. 3 fois uniquement. Je l'ai vu venir tous les jours, essuyer les refus, essuyer les humiliations. Et j'ai vu des dizaines et des dizaines de personnes faire ça. Est-ce que ça ne vous choquait pas quand vous voyez tout cela? Alors ça dépend comment on regarde. Moi je regarde toujours, je choisis de regarder les choses d'une manière qui va me permettre de me sentir mieux. On peut les regarder en disant voilà une injustice. Je pourrais m'appesantir sur les nuits que je passais à gémir de douleur. Je pourrais m'appesantir sur ma frustration quand on nous interdisait, qu'on m'interdisait, moi en tant que femme et les femmes du quartier, de sortir 30 minutes pour marcher dans la cour. Je pourrais m'appesantir. Ah oui, oui, et à plusieurs reprises, et je sais que le régisseur où il est se souviendra de nos discussions. À plusieurs reprises, je suis allée vers lui, vers le chef du bureau de la discipline, pour lui dire, mais nous avons le droit de sortir de nos cellules, de notre quartier, pour marcher, pour faire de l'exercice. C'est écrit dans votre propre règlement. Pourquoi est-ce que ça n'est pas appliqué? Ils ouvraient pendant 1 jour, 2 jours, le 3e jour, plus personne ne venait, et puis ça s'arrêtait. Au bout de 3 fois, 4 fois, 5 fois, j'ai appris à faire du sport sur place. J'ai lu ce que Nelson Mandela racontait sur sa propre expérience, qui est vraiment sans commune mesure en termes de cruauté avec la mienne. Et je me suis dit vraiment, si quelqu'un comme ça a pu surmonter l'épreuve, mais qui suis-je pour qui suis-je pour me plaindre? Donc je choisis de regarder ce qu'il y avait de beau dans cette expérience, parce que c'est ce qui peut être utile, parce que c'est ce qui permet d'avancer, parce que c'est ce qui fera que ceux qui ont cru nous éteindre n'y arriveront pas. Et puis c'est ce qui fera que, en définitive, nous construirons cette nation. Il ne faut pas oublier pourquoi nous avons fait ça. Oui. Nous avons fait ça parce que c'est le passage pour aller vers le Cameroun que nous méritons. Et ça va arriver si nous réussissons à ne pas nous appesantir sur ce qui nous retient. Alors, maître, dans nos recherches, après votre sortie de prison, plusieurs semaines après, vous avez rencontré le ministre Paul Atanga à l'hôtel Sawa de Douala. C'est vrai. Avec qui vous avez discuté pratiquement 1 heure. Un peu plus même, oui. Que voulait-il, le ministre Atanga, en vous rencontrant? Comme d'habitude, m'intimider. Comme d'habitude. C'est malheureux, et vraiment j'espère qu'il regardera cette émission. Il m'a fait l'honneur de me dire qu'il m'avait regardé à l'époque. Alors ça se passait 1 semaine après mon passage sur Equinox. Oui. Et donc quelques jours avant mon passage sur le plateau dans l'Arène. J'espère qu'il regardera et qu'il comprendra que c'est une invitation à la remise en question. Je ne doute pas qu'il soit attaché à cette nation. Je n'en doute pas une seconde. Je crois simplement qu'il faut accepter que ce pays avance et qu'il avance à une vitesse qui est supérieure à sa capacité à l'analyser. Et que le monde dans lequel il vit est en train de rétrécir. Et je crois qu'il est de son intérêt qu'il s'en rende compte. De toute façon, nous sommes suffisamment forts pour faire avancer ce pays avec ou sans sa participation. Je crois que c'est mieux
que toutes les personnes qui peuvent contribuer, contribuent. Et je ne dis pas ça par défi, je reconnais, je veux dire, j'ai des policiers qui m'ont traqué dans la rue pour me tirer dessus. Donc ce serait déraisonnable de dire que je sous-estime la capacité de nuisance d'un ministre de l'administration territoriale. Je dis simplement que j'ai plus d'ambition pour notre ministère que ça. Et que je crois qu'un ministre de l'administration territoriale peut être plus et beaucoup mieux, même au Cameroun, que quelqu'un qui nuit aux autres. Pourquoi est-ce qu'il a souhaité me rencontrer? Oui. Alors je vais parler d'une chose que j'ai retenue. C'était une expression qu'il a répétée souvent. Je crois qu'il faut respecter les institutions. Il a dit ça 2 fois et à la 3e fois, j'ai pas pu me retenir. Je lui ai dit, mais monsieur le ministre, vous parlez à quelqu'un qu'un policier a poursuivi dans la rue sur 400 mètres avant de lui tirer dessus à plusieurs reprises. Qui a voulu porter plainte et à qui le président du tribunal saisi a demandé 5 millions de francs de caution pour pouvoir ouvrir une enquête. Et sa réaction, ah oui, mais la justice, c'est pas mon domaine. Ah d'accord, c'est ce qu'il vous répond. Authentique, vous pouvez lui demander. Oui. Ça, la justice, c'est pas mon domaine. Oui, bien sûr. Mais il ne s'agit pas de domaine. Il s'agit des institutions. Oui. Et je crois que nous nous sommes séparés d'accord sur ce point. Nous devons respecter les institutions. Maître, je ne vous coupe pas dans votre développement. Si, mais j'en ai juste pour quelques secondes. Oui. Nous devons respecter les institutions. Nous devons tous respecter les institutions. Moi, Michel Ndoki, je dois respecter les institutions. Le ministre de l'administration territoriale doit respecter les institutions. Le président de la République doit respecter les institutions. Tout le monde doit respecter les institutions parce que c'est les institutions qui nous permettent de vivre ensemble en harmonie. Ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui, c'est que certaines personnes, et elles se reconnaîtront, ne respectent pas les institutions et que les victimes de leur manque de respect s'insurgent elles aussi contre les institutions. Ce qu'il faut, c'est donner l'exemple. Il faut commencer à respecter les institutions et tout le monde verra que l'ordre régnera à nouveau. Alors maître, c'est quand même curieux parce que un ministre qui a dit dans un point de presse que vous pourrez vous retrouver au village de Si je savais. Par la suite, vous êtes arrêté, vous êtes mis en prison 9 mois, on vous libère. Vous estimez que vous avez fait la prison injustement. Il vous rencontre à l'hôtel Sawa de Douala. Il échange avec vous pratiquement 1 heure de temps. Qu'est-ce qu'il voulait vous dire concrètement? Que voulait-il? Ah, je viens de vous le dire. Qu'est-ce qu'il voulait? Je ne sais pas, il faut lui demander. Il voulait passer un compromis avec vous? Sur quoi? Une proposition, par exemple? De quoi? Je ne sais pas. Ah, si, vous savez, c'est vous qui émettez l'idée. Que vous a-t-il dit concrètement? Vous savez, je vous l'ai dit et j'ai l'impression, quand vous reposez la question, que ma réponse vous déçoit. Non. Non, monsieur Atangadji ne m'a pas fait de proposition. Je vais vous aider un peu. Non, il ne m'a pas fait de proposition pour rejoindre le gouvernement, pour recevoir de l'argent, pour sortir de l'opposition ou quoi que ce soit de similaire. Il voulait vous reconforter. Parce que, non, comme je vous l'ai dit, il voulait m'intimider. Parce qu'il n'aime pas ce que nous faisons. Et ça se voit, c'est pas particulier à Michel Ndoki. Il ne faut pas que vous donniez le sentiment qu'il s'agit de moi. Ils n'aiment pas que l'on remette en cause leur autorité. C'est un État autoritaire, c'est un régime dictatorial et comme n'importe quel régime dictatorial, il ne faut pas que leur autorité soit remise en question. Parce que même eux, vous savez, même eux ne confondent pas autorité et légitimité. Oui. Ils savent que c'est l'autorité qui les maintient au pouvoir, pas la légitimité. Donc, ils utilisent, ils usent et abusent de cette autorité pour se maintenir au pouvoir. Ils voulaient s'assurer que je ne remette plus en question par mes agissements, par mes déclarations, l'autorité et le pouvoir. Et je crois que ce n'est pas un hasard, maintenant que vous me reposez la question, qu'il ait souhaité cette rencontre quelques jours après mon passage sur Equinox, et que ce soit ce passage sur Equinox qu'il ait mentionné en premier. Oui. Parce que je me souviens qu'à cette époque-là, au cours de ce passage,
Probablement, pour la première fois depuis que nous étions sortis, j'ai parlé de la nécessité d'une transition politique. J'ai dit que je crois que le président actuel de la République doit démissionner et que nous devons nous engager sur la voie de la transition, de l'alternance politique. Je crois que ça, c'est une remise en question, à leurs yeux en tout cas, directe de leur autorité. Hein? Le risque là, c'est la même chose avec la collecte aujourd'hui, l'opération Survie Cameroun. Le risque, c'est que leur autorité ne fasse plus peur et qu'elle soit mise à mal. Et c'est contre ce risque qu'ils essayent de se protéger. Mais ce n'est pas là où ils se trompent et où certains ne doivent pas se tromper parmi nos compatriotes, c'est que ce n'est pas Michel Ndoki qui met à mal leur autorité. Ce n'est pas parce que je parle à la télévision que votre autorité est mise à mal, monsieur le ministre. C'est parce que le Cameroun change. C'est parce que les Camerounais ont décidé qu'ils avaient mieux à faire de leur vie que la sacrifier à l'autel de la vanité de quelques-uns. Voilà ce qui met à mal l'autorité mal acquise aujourd'hui. Et ce qui peut nous permettre à tous d'avancer, je crois que ça doit continuer d'être notre obsession. Notre obsession à nous, c'est de faire en sorte que ce pays redevienne un pays dont nous sommes fiers. Que ce soit un endroit où nous sommes heureux de vivre, que ce soit un endroit que des jeunes, encore plus jeunes que vous, cher monsieur, ne quittent plus à pied pour traverser le désert, pourvu qu'ils s'en éloignent. C'est ça qui est important. C'est ça le centre de la conversation, et c'est pour ça que je refuse de m'apesantir sur les épreuves que j'ai pu traverser et qui sont derrière moi. Alors, maître, parlons un peu du dernier passage de Maurice Kamto en Europe et en Amérique. Lors de ces tournées, on l'a vu aux côtés de quelques cadres du parti et aussi des alliés. On aurait bien voulu vous voir parce que vous êtes, beaucoup de Camerounais font référence à vous comme étant une figure marquante du MRC. Alors, mais comment avez-vous perçu cette mobilisation quasi historique autour de Maurice Kamto, ses alliés et toutes les personnes qui ont porté avec lui le combat de la revendication de la victoire pendant l'élection présidentielle? Alors, je crois que je l'ai perçu comme tous ceux qui étaient là. Je vais le dire en anglais parce que the pride, the pride. Quand on dit ça, il y a tout là-dedans. Je suis extrêmement fière d'être camerounaise aujourd'hui. Et ce qui me rend si fière d'être camerounaise, c'est de voir le nombre de héros que mes compatriotes sont. Quand je vois les personnes qui ont bravé le froid, quand je vois qu'ils consacrent des semaines, des mois de préparation à continuer d'avancer, à continuer d'avancer, ils préparent tel événement, ils préparent tel autre. Vous savez que toutes ces activités sont financées par les contributions des personnes que le professeur et nos autres camarades sont allés voir. Ce n'est pas avec nos fortunes personnelles, vous pensez bien, que nous faisons tout ce que nous faisons. Quand je suis partie à Tokombéré voir les parents de Mamadou Mota, c'était pas sur mes fonds propres, il n'en reste pas grand-chose. Mais c'était grâce à la bonne volonté de certains de nos compatriotes, à la bonne volonté en particulier. Je voudrais là encore en profiter pour lui rendre hommage de mon très estimé confrère et ami politique, Maître Kamkui, qui est décédé il y a quelques semaines. Voilà, donc c'est de voir toutes ces personnes qui disent: dans la mesure de mes moyens, moi aussi, je vais apporter une pierre à la construction de cet édifice qui me rend fière. Et c'est ce que je garde de cette tournée. Ça et l'admiration que j'ai depuis longtemps pour le professeur Maurice Kamto, parce que c'est extraordinaire d'être capable de donner autant de sa personne. C'est quel être infatigable. Pour moi, il m'épate, sincèrement. Et
et chaque fois que je pense à ça, je me redis, je ne me suis pas trompée. Je pense que nous sommes des millions à penser ça. Quand on a décidé qu'il était notre champion, vraiment on ne s'est pas trompé. Quel être infatigable, quelle énergie, quelle ressource extraordinaire pour le Cameroun que cet homme-là. Merci maître. J'aurais bien aimé qu'on aborde la question des élections législatives municipales passées qu'elles n'ont pas pris par les militants du MRC et tout l'arsenal. J'aurais bien aimé, mais nous sommes malheureusement arrivés au thème de cet entretien. Merci infiniment de nous avoir reçus, maître. Un dernier mot? On me reparle souvent de ce que j'ai dit le jour où on m'a tiré dessus. Et j'ai regardé la vidéo. Je vous avoue que même moi, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je trouve quand même qu'il faut le redire. Rejoignez le combat. D'accord. Merci infiniment, maître. Le message est perçu forcément par nos téléspectateurs. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est ici qu'on met un thème à cet entretien spécial et exclusif avec maître Michel Ndoki depuis Douala au Cameroun, invité spécial de 7 minutes pour convaincre. Merci à toute l'équipe technique conduite par Gilles Noubissi et Rufao Mohamedou. Merci à la rédaction d'Afrique Informe qui nous a aidé à la préparation de cette émission. Quant à vous, adoptez les gestes barrières pour barrer la route au coronavirus. Retrouvons-nous bientôt avec un autre invité. À très vite.